Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, sentiment mitigé en Iran. 3 mois après l'accord sur le nucléaire, les prémices d'un rebond économique se font attendre. La levée des sanctions semble longue à se dessiner. Les milieux d'affaires occidentaux sont impatients. Qu'en pensent aussi les commerçants iraniens? Le point dans un instant sur la situation à Téhéran. Ne dites plus prison, mais établissement de réinsertion active. La réinsertion, c'est l'objectif de plusieurs centaines de jeunes détenus, mais aussi de l'administration pénitentiaire française qui affiche sa volonté de préparer l'après-détention. Un travail pour éviter la récidive. La méthode est-elle efficace? On le verra tout à l'heure. Et puis nous recevons en fin d'édition le docteur Laurent Chopp, responsable des sciences de la vie au sein de la banque d'investissement Kuckerman & Co. Il nous parlera de la grande conférence d'affaires Go for Israel qui se tiendra la semaine prochaine à Tel Aviv. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On commence par l'essentiel de l'actu éco du jour avec d'abord la visite entamée hier du président chinois Xi Jinping au Royaume-Uni. 4 jours pour entre autres signer de juteux contrats entre la 2e et la 5e économie mondiale. On évoque un montant total de 40 milliards d'euros. Investissements, accords commerciaux et au passage près de 4000 créations d'emplois au Royaume-Uni. Pékin devrait participer à hauteur de 33% également dans la nouvelle centrale nucléaire au sud de l'Angleterre construite par EDF pour plus de 30 milliards d'euros. Alors l'accueil réservé aux leaders chinois, vous le voyez, était des plus fastueux avec notamment un banquet à Buckingham en présence de la reine. La révolution industrielle britannique a rajeuni l'industrie de la soie et de la céramique dans le monde. Le thé de Chine a rendu la vie des Britanniques plus raffinée. La communication entre les cultures chinoises et britanniques a non seulement enrichi les deux parties avec du progrès social, mais a aussi grandement contribué au progrès humain. Monsieur le Président, la relation entre le Royaume-Uni et la Chine est maintenant un véritable partenariat mondial. Nous avons beaucoup de raisons de célébrer cette relation dynamique, la croissance de nos liens économiques et notre succès à travailler ensemble pour relever les défis internationaux urgents. On reparle de la Grèce avec ce mercredi l'ouverture des premières discussions entre Athènes et ses créanciers internationaux sur le rythme des réformes que le gouvernement Tsipras s'est engagé à mener. Réforme, on le rappelle, en échange d'un nouveau plan d'aide conclu au cours de l'été. Une enveloppe de 3 milliards d'euros pourrait être débloquée. FMI, BCE et Commission européenne devraient examiner en particulier le système de retraite grec. Le Parlement à Athènes avait adopté vendredi dernier des mesures visant à abaisser les pensions et à reporter l'âge de départ à la retraite. Nous ne ferons pas de coupe horizontale dans les retraites, comme l'a fait le gouvernement précédent. Notre objectif est un système rationalisé pour pouvoir assurer sa viabilité et payer des retraites dignes et sûres pour la prochaine génération. En bref, 1,5 milliard d'euros, c'est le montant des accords que devrait signer à Paris aujourd'hui le Koweït. Il s'agit d'engagements à acheter du matériel militaire français, véhicules terrestres, hélicoptères ou encore patrouilleurs maritimes. Toujours à propos des monarchies du Golfe, le FMI a publié ses prévisions régionales aujourd'hui et recommande aux pays de la région de réduire le poids de leurs services publics et de diversifier leurs sources de revenus. Et malgré le fait que ces pays pétroliers ont accumulé des réserves financières lorsque l'or noir était au plus haut, ils doivent prendre, d'après le FMI aujourd'hui, des mesures fortes pour s'adapter au nouveau contexte de chute des cours. D'ici 2020, nous nous attendons à voir le prix du pétrole autour de $60, plutôt que les chiffres habituels. Cela signifie que la plupart de ces pays vont devoir mener un processus d'ajustement fiscal significatif et durable. Et pendant ce temps, la Fédération mondiale des bourses tenait sa 55e assemblée à Doha, au Qatar. L'occasion pour son président de lancer un avertissement. Trop de volatilité menace la croissance mondiale. On l'écoute. Les perspectives de croissance dans les marchés émergents ont diminué, en particulier chez les pays producteurs d'Amérique latine. La volatilité des marchés augmente et tout cela menace la croissance mondiale et les pays développés. Encore un mot de finance pour signaler l'entrée spectaculaire de Ferrari à la bourse de New York. 52$ l'action pour le célèbre constructeur italien de voitures de sport et de luxe. 9% du capital doit être proposé à la vente ce mercredi, soit plus de 17 millions de titres. La marque sera ainsi valorisée à près de 10 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent 3 milliards de dettes.
Et puis dans l'actualité également, on notera ce rappel de Toyota, 6,5 millions de véhicules à travers le monde pour le géant japonais, qui va vérifier le bon fonctionnement de la commande de lève-vitres en raison d'un risque de surchauffe et de fumée. 10 millions de véhicules du groupe avaient déjà été rappelés au garage ces derniers mois. Allez, gros plan sur l'Iran. Où en est-on 3 mois après la conclusion de l'accord sur le nucléaire avec les grandes puissances? Eh bien, depuis ce moment, les délégations diplomatiques et commerciales en provenance d'Occident se bousculent à Téhéran. La perspective d'une levée prochaine des sanctions a réveillé les espoirs de conquête d'un marché de 80 millions d'habitants. Mais en attendant, les commerçants font grise mine car la République islamique fait toujours face à ces mots, chômage et inflation notamment. Explication Laura Duhamel. Les Iraniens retiennent leur souffle. Les espoirs nés de l'accord sur le nucléaire en juillet tardent à se concrétiser. Si les sanctions internationales imposées depuis 2006 devraient bientôt être levées, le pays reste confronté à une grave crise économique. Et l'inflation, environ 15% cette année, continue de plomber la consommation des ménages. Mon commerce va encore plus mal que l'an dernier, lorsque nous avions des clients malgré les sanctions. Maintenant, même si les sanctions doivent être levées, les prix continuent d'augmenter et les revenus de diminuer. Personne ne veut plus acheter. L'Iran dispose pourtant d'un incroyable potentiel énergétique. C'est la première réserve de gaz au monde et la 4e de pétrole. 2,8 millions de barils sont produits par jour. Avec la levée des sanctions, l'objectif est d'en produire 4,2 millions fin 2016. Dans cette perspective, de nombreuses entreprises étrangères prospectent le marché, mais demeurent très prudentes. Car pour relancer en profondeur l'économie du pays, ce sont des réformes structurelles qui sont nécessaires. La corruption est chose courante, le pays est trop dépendant de son pétrole et le taux de chômage reste élevé. En 2014, les chiffres officiels annonçaient un taux de 10,8%, mais des sources officieuses estiment qu'il atteindrait les 20%. Bien sûr, j'espère que les sanctions vont être levées, mais pour être honnête, nous ne sommes pas très optimistes, parce que nous avons toujours vécu sous différentes pressions. Un vent de changement commence toutefois à souffler sur l'Iran. Samedi, le gouvernement a promis de réduire les taux d'intérêt pour booster la consommation des ménages. Quant au taux de croissance, il a atteint 3% en 2014 et devrait augmenter de 0,6% en 2015. Je suis content parce que j'ai toujours fait partie des optimistes à propos de l'issue des négociations. Je pense que le moment est maintenant arrivé où nous allons cueillir les fruits de cet accord. Une chose est sûre, les conséquences de l'isolement prolongé du pays risquent de mettre du temps avant de s'estomper. Échaudés, les Iraniens savent qu'il va leur falloir rester patients. Et sachez que Bruxelles et Washington ont lancé cette semaine les procédures administratives en vue de suspendre les sanctions contre Téhéran. Allez, direction la France et objectif réinsertion professionnelle pour les détenus. Comment se convaincre de travailler pour un SMIC lorsque les trafiquants tout genre peuvent rapporter plusieurs milliers d'euros par jour? 63% des personnes sortant de prison sans aménagement de peine font à nouveau l'objet d'une condamnation dans les 5 années qui suivent leur libération. Les autorités pénitentiaires expérimentent désormais des ateliers personnalisés. Johanna Citruc. Derrière ces murs, une prison pas comme les autres. Il s'agit d'un établissement de réinsertion active près de Saint-Étienne. Ici, les détenus sont accompagnés dans la préparation de leur vie d'après. Au programme, atelier CV, entraînement pour des entretiens d'embauche et rencontres avec des conseillers Pôle emploi. Moi je prends ça positivement, c'est positif. Je me dis c'est que du bon. Je veux dire, aujourd'hui si je suis là, c'est parce que je sais qu'on me donne une chance de pouvoir me réinsérer, de pouvoir trouver un contrat de travail. Il y a un vrai suivi derrière, on ne nous lâche pas. Hein. Je veux dire, ils sont là pour nous aider. Et voilà, je suis vraiment là pour saisir ma chance. Actuellement, moins de 40% des détenus possèdent un diplôme. Et parmi eux, les 3/4 ne dépassent pas le niveau CAP. Mais s'ils le demandent, certains peuvent bénéficier d'une formation professionnelle. Objectif, optimiser leurs chances de trouver un emploi à leur sortie de prison. Bon, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées, parce que 70% des personnes incarcérées en France n'ont pas de diplôme. Donc c'est vrai que moi j'essaie de faire un travail important sur la qualification de ces personnes. Sinon, ils recherchent tous les domaines qui ne sont pas qualifiés. Donc c'est vrai qu'ici, ça va être beaucoup les métiers du bâtiment, du nettoyage, on a l'industrie agroalimentaire aussi. En 2013, selon les données du ministère de la Justice, près de 150 conseillers Pôle emploi intervenaient en prison. Trop peu pour préparer l'avenir des quelques 65 000 détenus français. Moins de 19 000 personnes ont pu bénéficier d'un suivi. À peine 5 000 ont obtenu une solution de réinsertion.
Voilà, un vrai défi pour les autorités judiciaires. On va parler maintenant de la 13e édition de la conférence Go for Israel. Elle aura lieu lundi prochain à Tel Aviv. Alors, il s'agit de l'un des plus grands rendez-vous d'affaires, d'investissement entre Israël, l'Europe et les pays émergents. Elle est organisée par la banque d'investissement Kuckerman & Co. Et on en parle avec le docteur Laurent Schopp. Bonjour. Bonjour David. Et bienvenue à vous. Vous êtes directeur associé, responsable des sciences de la vie chez Kuckerman & Co. Donc vous connaissez parfaitement cet écosystème israélien des startups, biotech, médical. C'est un secteur encore très porteur, très dynamique. Exactement. C'est un des secteurs d'activité en Israël qui se porte le mieux, avec plus de 1200 entreprises startups aujourd'hui dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, instrumentation médicale ou healthcare IT, la technologie de l'information. Et c'est un des points clés de cette conférence que nous aborderons lundi prochain. Donc Israël, référence mondiale, on peut le dire aujourd'hui, au niveau des référence mondiale, évidemment, après les États-Unis, mais avant pas mal de pays d'Europe en termes d'innovation, de nombre de brevets, également de nombre de startups. Et avec aussi des grands groupes qui investissent directement. Alors effectivement, dans les dernières années, on a vu des grands groupes investir directement après avoir observé l'écosystème pendant pas mal de temps, tels que Novartis, avec qui nous travaillons, tels que Roche, tels que Takeda, tels que J&J, Johnson & Johnson également. Donc on a, et Medtronic évidemment, des grands groupes américains, japonais, européens qui sont très présents en Israël maintenant et je dirais de plus en plus. Ouais, avec aussi des entrées en bourse à New York. Alors parlez-nous un petit peu de cette conférence Go for Israel 2015. Le contexte, on est obligé d'en parler un petit peu, le contexte actuel de violence dans le pays. Est-ce que c'est de nature à refroidir un petit peu l'investissement d'après vous? Alors, on sait que c'est de nature à refroidir certains touristes, mais il est clair que les investisseurs ont une vision beaucoup plus long terme. On a à peu près le même nombre d'inscrits que les années précédentes et ils savent que s'ils investissent dans des sociétés israéliennes, ils auront vraiment un retour sur investissement parce que la technologie, l'innovation est là. Je donne un exemple. En pleine guerre de Gaza, la dernière, au mois de juillet dernier, il y a eu la plus grosse introduction en bourse d'une société high-tech israélienne, Mobileye, au Nasdaq. Et c'était au mois de juillet 2014. Donc vous imaginez que ça n'a pas eu vraiment d'impact. Alors on parle de quelques centaines de participants. Quel est le profil de ces participants et surtout vers quel secteur ils se dirigent en particulier cette année? Alors on comptera plus de 1000 participants. Et le profil est un bon mix entre des entrepreneurs, la plupart israéliens, mais pas seulement, des grandes sociétés chinoises, européennes, américaines, donc des corporates, et évidemment des investisseurs venus du monde entier, avec cette année une grande présence des investisseurs chinois qui ont, dans les dernières années, sont passés pratiquement à la première place des investissements en Israël, avec plus de 8,9 milliards de dollars investis par des Chinois en Israël dans les 5 dernières années. Alors justement, il faut le dire aussi, cette conférence a changé de nom, il n'y a pas si longtemps, c'était Go for Europe, maintenant c'est Go for Israel. Expliquez-nous, c'est à cause de la Chine en fait. C'est pas seulement à cause de la Chine, mais il est clair que notre focus, quand on a démarré cette conférence internationale il y a 15 ans, était vraiment orienté vers l'Europe parce que les Israéliens avaient moins d'accès que vers les États-Unis. Et peu à peu, dans les dernières années, on a une présence asiatique et en particulier chinoise, non seulement dans notre fonds, mais également dans les dernières transactions qu'on a faites. Donc les Chinois sont devenus prépondérants et nous ont dit, vous avez une spécificité, c'est plus l'Europe, c'est Israël. Ouais, merci beaucoup, docteur Laurent Schopp, d'avoir accepté notre invitation. Go for Israel, ce sera donc à l'hôtel Hilton de Tel Aviv lundi prochain. Merci, on passe tout de suite au Media Watch. Merci. On reparle du scandale LuxLeaks dans cette revue de presse, cette affaire d'avantages fiscaux. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors Starbucks et Fiat qui sont les premières compagnies victimes un petit peu. Oui, c'était il y a un petit peu moins d'un an. Des révélations concernant l'existence d'accords fiscaux en faveur de plusieurs multinationales présentes en Europe, des accords évidemment illégaux. C'est ce qu'on a surnommé donc l'affaire, le scandale LuxLeaks. Et parmi ces entreprises, eh bien, il y avait notamment Fiat et Starbucks. Depuis, les autorités européennes ont évidemment mené leur propre enquête et ce mercredi, la Commission a rendu son verdict. Le constructeur automobile va devoir rembourser 20 millions d'euros au Luxembourg. Quant à la chaîne de café américaine, elle devra payer 30 millions d'euros aux Pays-Bas. Ouais, Starbucks qui va faire appel. Direction Joanna, les États-Unis, Manhattan, 5 milliards de dollars pour l'achat d'un quartier entier. Oui, ce quartier, il se situe dans le sud-est de la ville. Il est composé de Stuyvesant Town et de Peter Cooper Village, deux grands ensembles résidentiels de 56 immeubles
immeubles et plus de 11 000 appartements construits après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc toute cette zone va être rachetée pour 5,3 milliards de dollars par 2 fonds d'investissement. Le premier, c'est l'américain Blackstone et le deuxième, c'est la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Alors la particularité de cette opération, c'est que les deux sociétés se sont engagées à plafonner certains loyers afin que le quartier reste accessible aux familles modestes. Joli geste. Et puis le buzz du jour en Israël, Johanna, l'idée d'un restaurateur pour réconcilier ou tenter de les réconcilier juifs et arabes. Oui, depuis plusieurs semaines, on constate une recrudescence des violences entre Israéliens et Palestiniens. On en parle beaucoup. Mais il y a quelques jours, le Hummus Bar, un restaurant au nord de Tel Aviv, a pris une initiative plutôt originale pour tenter, entre guillemets, d'apaiser les tensions. Le concept est simple. Une réduction de 50% est offerte sur l'assiette de hummus pour toutes les tables où juifs et arabes mangent ensemble. L'idée est mignonne, mais si elle ne permet pas de ramener la paix dans la région, en tout cas, elle devrait au moins attirer quelques clients. Joli coup de pub en tout cas. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie le Mag revient demain sur i24 News. La Chine au programme est-elle à un tournant de son histoire économique? Et l'information continue. Restez avec nous.